Bien, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici aujourd'hui. J'avoue que cet événement est un peu nouveau pour moi, donc je vais tenter de bien faire. Il y a des voyages qui restent en mémoire des souvenirs tenaces que le temps transforme en obsession. Pour ma part, c'était un de ces premiers jours de printemps où le soleil surprend par la couleur qu'il donne au bâtiment. Je profitais d'un grand week-end au milieu d'une année romaine pour visiter Perugia. Au détour de l'un de ces faubourgs, loin des sentiers bornés de mon petit guide, je découvrais cette église. Elle faisait face à un parvis enherbé, cerné d'un mur au plan hexagonal et planté de cyprès, émergeant dans le ciel comme pour rappeler aux passants l'existence d'un lieu à l'écart de la ville. Lorsqu'on la découvre pour la première fois, on ne peut douter que ce volume à l'apparence si simple recèle un tel savoir. C'est un modeste bâtiment de briques, au plan circulaire, un socle percé d'une unique porte et surplombé d'un chapiteau concentrique doté de nombreuses ouvertures. L'étonnante simplicité de la façade n'a d'égal que celle du dedans. La périphérie, relativement basse et sombre, fait office de déambulatoire, permettant de tourner autour du chœur, séparé par une colonnade légèrement surélevée et baignée de lumière par le chapiteau qui le surplombe. Il n'y a dans cette église de Perugia presque rien. Une périphérie de briques, nous l'avons dit, des encadrements de pierre, des colonnes disparates, piochées ici et là, et arasées pour s'aligner. Presque rien, certes, mais pourtant rien ne manque. Il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi cette église m'avait fasciné. Par-delà le respect aveuglant que nous inspirent les vieilles pierres, il y a à Perugia, comme dans de nombreux bâtiments anciens, un émerveillement face à l'évidence. Mais si cette église continue de m'instruire 15 siècles après son édification, c'est que l'économie de sa construction n'est pas le synonyme de sa pauvreté. C'est ainsi que dans ce projet, tous les éléments portent le bâtiment, autant que l'ambition de mettre en scène la gradation du sacré. Au-delà de porter le toit, les colonnes forment ensemble une colonnade, plan optique qui met à distance le cœur de ce qui l'entoure. Ces mêmes colonnes, récupérées d'édifices anciens et de petite taille, dictent la hauteur de la galerie, la comprimant pour laisser au sacré le soin de paraître plus grands encore. Le tambour central prend de la hauteur, soutenant le toit par de grandes surfaces de briques, rythmées de nombreuses ouvertures, faisant entrer la lumière pour la fixer sur ses parois. C'est une forme de leçon qui s'adresse à nous, où les fondamentaux de l'architecture s'énoncent avec clarté. Structure, espace et lumière, tout y est. La mesure constructive s'est faite support de la pensée de ceux qui l'ont bâti. À Perugia, des hommes ont construit un temple pour leur Dieu et une école pour ses fidèles. C'est dans cette mise en tension de la contrainte matérielle et de l'édification d'une pensée que naît le projet architectural. Le tour de force de cette discipline est d'avoir su domestiquer la physique pour investir la plastique. Ce dépassement, c'est le passage d'un savoir constructif à un savoir architectural plus vaste et plus abstrait, qui permet à l'humanité de s'abriter autant que de se représenter. Pour en arriver là, l'architecture a énoncé les invariants de sa pratique, préalables à un savoir qui a besoin de légitimité pour s'émanciper. Défier la gravité, donner une forme aux forces, dessiner le chemin de l'eau et éclairer l'intérieur sont devenus les fondements de sa pensée. C'est en partant de ce point que l'architecture a pu progressivement investir de nouvelles ambitions, par lesquelles elle institutionnalise les pratiques humaines. Reprenant le mot de Karim Basbou, le savoir architectural s'est mis à distance du savoir constructif pour se déployer au cœur de la triade définie par Vitruve. Firmitas, Utilitas et Venustas. En dépassant l'unique contrainte matérielle, l'architecture est devenue un art où, poursuit-il, l'architecte doit négocier chacun de ses choix avec l'impératif de l'usage et les règles du chantier, sans toutefois se contenter de leur obéir. C'est ici l'expression que je nommerai l'économie du projet. Il s'agit pour l'architecte de faire fructifier la contrainte pour mettre en forme un peu de la pensée des hommes. L'économie du projet n'est pas une morale de l'austérité ou l'exigence simplificatrice d'une résolution constructive. Ce n'est pas non plus l'éloge de la radinerie, mais plutôt celle de la juste dépense. C'est un phénomène humain, un arbitrage entre la retenue de la mesure et la volonté de l'effort dispendieux. Pour mener à bien ces arbitrages, l'architecte ne procède d'aucun a priori, si ce n'est celui de son intuition. Alors, pour énoncer ses choix et les expliquer, il a investi le dessin pour y faire émerger la figure, que Dominique Putz définit comme l'interface où la forme et le sens se rencontrent et communiquent. La figure en architecture est cette puissance organisatrice que définit Benoît Goetz, par lequel le projet se pense, s'énonce et s'analyse. À Perugia, depuis la galerie rotonde qui en sert un cœur concentrique pour mettre en scène l'hôtel, le projet a trouvé sa figure.
En suspendant un anneau à l'intérieur d'un second, il a dicté sa règle au projet pour se rendre aussi incontournable que l'impératif constructif. En proposant d'étudier l'économie du projet, je formule également l'hypothèse que dans l'histoire de l'architecture, l'économie est avant tout celle d'un non-dit, la rareté de l'énergie. Si l'on considère qu'au cours des siècles, l'homme n'a jamais pu compter que sur sa force physique pour extraire, transformer et assembler la matière, on observe l'histoire d'un autre œil. C'est que l'homme, avec ses muscles, rappelle Fernand Braudel, représente un moteur médiocre. Mesuré en chevaux-vapeur, sa puissance est dérisoire. Dans Les Pierres sauvages, récit fictif mais probable, Fernand Pouillon raconte la vie du chantier de l'abbaye du Toronnet. On y découvre la peine des pierres trop dures, qui éreintent les corps et rongent les outils. On y découvre la torpeur des vides carriers, sanguinolents sous l'éclat de leur labeur. Dès lors, comment gâcher une pierre quand le meilleur des tailleurs n'en sort qu'à peine 3 par jour? Car il nous faut le reconnaître. Dans l'histoire de l'architecture, la rareté a été un allié. En imposant au projet le prix de l'effort, elle l'a astreint à démontrer chaque choix par l'explication du trait, protégeant l'architecte de sa propre démesure. Cela, les événements des siècles récents en ont fait la démonstration. Voici ce chapitre que nous ouvrons. Car si l'histoire du monde est de continuation plus que de rupture, il est cependant une brisure qui, il y a 2 siècles, nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Depuis le déploiement de l'usage du charbon, dans l'Angleterre du début du XIXe siècle, en passant par l'apparition du pétrole un siècle plus tard, et jusqu'à maintenant, c'est progressivement toutes les structures de nos sociétés qui ont changé. En ouvrant les gisements d'énergie fossile, l'humanité a mis au grand jour le capital accumulé d'énergie qu'il a fallu des millions d'années à constituer, prêt à être siphonné pour quelques décennies de progrès et d'universalisme. Qui pourrait le regretter? Ce récit, désormais, nous le connaissons. C'est la naissance d'un monde industriel, la mécanisation progressive de l'agriculture, la révolution démographique et urbaine, l'émancipation croissante des peuples, le déploiement d'une économie toute puissance et mondialisée, et maintenant, nous le savons, l'épuisement des gisements et à l'horizon, la catastrophe qui s'annonce. Reprenant le mot de Hans Jonas, voilà Prométhée définitivement déchaîné. La promesse de la technique moderne s'est inversée en menace. Mais avant d'en arriver là, je voudrais revenir et m'attarder sur ce tournant. Car si ces transformations du monde ont marqué les sociétés, elles n'ont pas manqué de bouleverser la pratique architecturale. On peut à ce titre identifier 3 brèches dans lesquelles cette discipline s'est engouffrée pour conquérir sa liberté. En premier lieu, c'est la force du nombre qui a joué. Soumis à une révolution démographique, la France a multiplié par plus de 5 sa population urbaine entre 1850 et aujourd'hui. Cette transformation, visible sur tout le continent et largement opérée durant les 30 Glorieuses, a inauguré une course folle à la commande. La seconde transformation, c'est celle des techniques. En s'introduisant dans le système productif, les énergies carbonées ont changé la face des chantiers. Extraction, transformation, transport et mise en œuvre, toutes les actions que mène l'homme sur la matière ont d'un coup été soulagées par le travail des machines. C'est ainsi qu'aujourd'hui, chaque Français bénéficie en moyenne de l'équivalent énergie de ce que produisent 427 hommes. Ces esclaves énergétiques, concept introduit par Richard Buckminster et démocratisé en France par Jean-Marc Jancovici, ont permis une révolution dans les modes constructifs. Que ce soit le béton ou l'acier, ces découvertes en sont le fruit, sonnant du même temps la fin d'une histoire de la construction de 6000 ans. L'architecture de maçonnerie, jouant de l'assemblage des éléments pour former colonnes, linteaux et voûtes, a d'un coup perdu son monopole et l'exclusivité de l'instruction, supplantée par le vocabulaire nouveau d'une architecture faite de coulages et de grandes portées. Enfin, c'est un renversement de la représentation du monde qui s'est joué. En puisant dans les réserves d'énergie fossile pour s'émanciper des tâches les plus rudes, l'humanité a initié un renversement social, mettant l'égalité au cœur de ses combats politiques. Si dans son histoire, elle avait dédié son énergie à ériger temples et palais, l'épopée moderne a investi le rêve du monument pour tous. L'architecture actuelle, écrit Le Corbusier, s'occupe de la maison ordinaire et courante, pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais, voilà un signe des temps. C'est dans ce contexte qu'est apparue la modernité en architecture. Motivée par une révolution des techniques, émancipée des tutelles académiques et portée par une commande grandissante, le projet est ainsi devenu le terrain de jeu des architectes. C'est l'élan moderne qui voit le jour, cette épopée transitoire et fugitive qui a vu les grands maîtres inventer et défricher de nouveaux chemins de pensée au service d'une ambition de progrès et d'universalité. En instaurant l'architecture pour tous et par tous les moyens, la modernité a procédé à un changement d'échelle du système productif. L'économie du projet s'est distendue, seulement tenue par la puissance de ses figures.
Car cet élan de liberté au service du progrès, l'apport massif d'énergie en est l'instigateur autant que le fossoyeur. À mesure que la matière devenait abondante, l'architecte s'est désintéressé de la gestion de la rareté, s'éloignant de la culture constructive pour déléguer à d'autres le savoir de bâtir. Dans un second temps, la commande s'est financiarisée, prise dans le jeu du capitalisme qui ne donne de valeur qu'aux choses qui ont un prix, elle s'est peu à peu réduite à imposer au projet le devoir de rentabilité. Fissurée par l'affaiblissement de la contrainte matérielle et aspirée par l'impératif financier, l'économie du projet a cédé. C'est ainsi que j'identifie 3 postures dans la pratique architecturale du dernier demi-siècle. La première, c'est la caricature de soi, portée par des concepteurs comme Frank Gehry ou Zaha Hadid. Sans lien avec un savoir, l'architecture ne se trouve plus comme seul critère que le beau et le laid. La prouesse des ingénieurs se met alors au service d'un projet qui ne s'embarrasse plus de régler les fondamentaux de l'architecture. La forme des forces devient le calcul alambiqué d'une descente de charge et les exploits techniques que des exploits techniques tentent de supporter, tandis que le dessin de l'eau mobilise des détails de plus en plus torturés pour assurer l'étanchéité. En faisant du croquis griffonné l'image de l'objet à construire, l'objet se caricature lui-même, se mettant hors de portée de la critique. C'est un lien direct entre l'architecture et le spectateur qui est né, prenant une production sensationnelle. Des objets que l'on déteste ou que l'on adule, mais que l'on adore commenter. C'est une production sans intermédiaire, sans le filtre d'un savoir, une représentation de soi comme absolue qu'un commentateur politique qualifierait volontiers de populiste. Le second, c'est le retrait du monde que j'illustrerai par la Casa Guerrero d'Alberto Campo Baeza. Ce projet s'inscrit dans une filiation qui, depuis la villa romaine jusqu'au projet de maison à patio de Mies van der Rohe, façonne le foyer en retrait de la rue, se déployant autour d'un espace extérieur privé. Campo Baeza pousse cependant le principe dans son expression radicale. Il ne s'agit plus ici de mettre la rue à distance, mais bien de s'extraire de son territoire. En lisière d'un tissu pavillonnaire, la maison se dresse au milieu d'un champ, se présentant au voisinage par un mur blanc de près de 8 mètres de haut, percé d'une seule porte. Le projet réside dans l'extraordinaire simplicité de sa coupe, magnifiquement déployée à l'abri du monde, car dans ce projet, Campo Baeza s'en retire, façonnant le foyer dans le cadre rassurant d'un monde à soi. Si la coupe est d'une perfection totale, elle raconte l'échec d'une époque où le luxe consiste à afficher au voisinage son désir d'isolement. Enfin, et c'est la catégorie la plus fournie, c'est celle que je nommerai la grande photocopieuse. Des banlieues pavillonnaires jusqu'aux ZAC qui fleurissent en périphérie de nos villes, c'est comme si l'exercice même du projet avait disparu. La commande s'est normalisée et chaque bâtiment se pense comme un bien marchand. Alors, pour rassurer le client, l'image se doit d'être familière. Formant un tissu urbain fragmenté, les bâtiments sont posés ici et là, tous identiques, quel que soit le lieu, le climat et parfois même le programme. Le travail de l'architecte se réduit à faire entrer des typologies dictées par la maîtrise d'ouvrage dans des volumes prédéfinis par le règlement urbain, transformant le projet architectural en une équation dont le seul inconnu est le dessin de la façade. En cédant, l'économie du projet a mis en crise l'héritage d'un savoir qui avait appris à naviguer dans l'interstice de ses contraintes pour offrir un peu de noblesse à l'usage du monde. L'architecture est alors devenue une activité productive parmi d'autres, pillant les stocks de matière et artificialisant les sols, au service d'un projet politique qui, pour satisfaire la liberté de tous, a promu l'abondance. Enivrés par leur toute-puissance, les sociétés industrialisées ont donné lieu ces dernières décennies à une myriade de bâtiments individualistes destinés à satisfaire des citoyens devenus consommateurs et conçus par des architectes artistes. Le savoir architectural est devenu étranger d'un monde qui l'aménage, symbole d'une époque où l'érosion matérielle va de pair avec le délitement politique. Car nous y voilà, dans ce que d'aucuns nomment crise environnementale, impératif écologique ou encore nécessité du retour à la nature. La planète chauffe, les ressources s'amenuisent, les équilibres se rompent. Mais ces dénominations ont le défaut de laisser penser que nous ne serions que spectateurs des désordres à venir. Or, le sale temps pour la planète est surtout le terreau de l'implosion de l'ordre politique que nous avons construit depuis l'Antiquité. S'il est urgent de tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes, c'est, excusez-moi le cynisme, pas tant pour la survie des papillons ou le risque d'événements climatiques extrêmes, que pour se laisser la possibilité d'un monde institutionnalisé, où le collectif et le politique priment sur l'individualisme et la violence. Pour quelques décennies d'insouciance,
nous avons mis à mal un héritage de près de 10 millénaires par lequel l'humanité aménage le territoire pour ménager les pratiques humaines. C'est qu'à mesure que le savoir architectural se disloquait, la société s'est réfugiée dans le projet d'un monde tertiarisé. Elle a nourri l'idée qu'un haut niveau de service saurait se suffire à lui-même. Excusez-moi. Reléguant l'aménagement du monde au rang de contrainte d'exploitation. L'architecture qui porte ce savoir a disparu de la pensée collective, n'étant... Excusez-moi. L'architecture qui porte ce savoir a disparu de la pensée collective, n'étant plus mentionnée que lorsqu'il s'agit de commenter les projets monumentaux qui poussent aux quatre coins du monde, ou, plus marginalement, pour évoquer la nouvelle proposition gouvernementale consacrée à l'isolation thermique des logements. C'est que dans le même temps, et pour reprendre l'analyse de Benoît Goetz, en se disloquant, l'architecture a désappris à penser. Alors, au moment d'investir les questions du moment, tentant de prendre part à ce que l'on nomme la lutte contre le changement climatique, leur impuissance prend des airs de farce. D'un côté, c'est l'exhortation à la sobriété. Les bâtiments s'y bardent de bois autant que d'artifices, se réfugiant derrière les arguments énergétiques pour justifier de tous les choix du projet. Dans bien des cas, pourtant, le gadget ludique sert d'alibi, permettant au projet de faire oublier qu'il n'est rien d'autre qu'un calcul d'ingénieur mis en volume. C'est une ambition louable, mais réductrice, qui résume l'architecture aux 7 quêtes des étiquettes énergétiques, excusez-moi, et juge la qualité d'un bâtiment à l'aune de son bilan carbone. De l'autre, et c'est là que la farce cesse d'être comique, l'industrie de la construction s'accroche à son fauteuil, maquillant sa pratique pour quelques commandes de plus. Excusez-moi, je veux bien un verre d'eau. De l'image la plus De l'image la plus provocante des tours en forme de grande jardinière à la réalité la plus courante des écoquartiers, c'est tout un système productif qui porte l'idée que la technique seule saura régler les torts qu'elle a engendrés. C'est la course au label en tout genre, manipulant savamment les calculs pour leur faire dire ce que l'on souhaite entendre. Entre le dépouillement du projet et la négation d'un problème, ce sont deux visions d'une pratique qui font défection face à l'adversité. Si la découverte des énergies fossiles avait fait céder l'économie du projet, l'épuisement en cours des stocks et de matières, associé à la prise de conscience des bouleversements qui s'ensuivent, tente de la recomposer. Si cette évolution est souhaitable, il ne s'agit cependant plus d'y faire fructifier la rareté, mais d'instaurer une grille d'évaluation pour juger de ce qui est bon ou mauvais. L'économie du projet a laissé la place à celle de la norme, dans laquelle l'architecture n'a plus sa place. Voici donc un monde qui se construit sans projet. La catastrophe s'annonce sans que nous parvenions à y prendre part. C'est une tragédie sans intrigue qui s'écrit. Tour à tour, contrainte innommable, gage de liberté et fossoyeur obstiné, faire l'histoire énergétique de l'architecture, c'est ainsi faire le récit d'une émancipation qui aujourd'hui nous menace. En pensant bien faire, par aveuglement, inconscience ou tout simplement pour répondre à une commande qui le voulait, les architectes ont participé, aux côtés des géomètres, ingénieurs, constructeurs et bâtisseurs de tout poil, à cette mécanique implacable qui a vu l'industrie de la construction devenir dangereuse pour nous-mêmes. Mais la culpabilité ne saurait nous condamner au silence. Comment se résigner à un futur qui déjà serait écrit? Comment accepter que demain puisse être plus sombre qu'hier? Entre la gabegie bavarde qui a marqué de son empreinte la production des 70 dernières années et la frugalité apathique promue pour les temps à venir, il existe une voie ténue. C'est l'exercice exigeant du projet architectural qui, par la recherche du dessin, défie les déterminismes et fait droit au futur non advenu. C'est par lui que notre propre étonnement est convié, non pour se satisfaire de la provocation de l'inédit, mais pour forger les réponses dans la naïveté de la découverte permanente. Si l'histoire de l'architecture est notre héritage, la culture du projet en est le testament. Alors j'en reviens à cette pensée obsédante qui m'accompagne depuis Perugia. À l'heure où notre avenir dépend de notre capacité à faire avec moins de matière, d'énergie et de terre, l'Église que j'évoquais au début de cette présentation nous rappelle que cela peut se faire sans nier à l'humanité le droit à un peu d'émotion. C'est ce jeu qu'il nous faut recomposer, faisant de la rareté la norme, de l'exceptionnel un droit et de la recherche du projet un devoir. Si par facilité, le souhait d'une ambition utopique nous mène à penser qu'une refonte complète du système productif doit être le préalable à l'action, la gravité et l'urgence de la situation nous imposent cependant de composer avec les conditions du moment.
C'est à ce titre que je voudrais proposer 3 pistes par lesquelles nous pourrions recomposer l'économie du projet. Pour commencer, c'est par notre capacité d'investir à nouveau la culture constructive que pourra s'initier ce travail. Il faudra alors, pour les architectes, prendre conscience de la réalité des chiffres de l'impact de la construction et s'ouvrir à la curiosité constructive qui, par le savoir du trait, règle les invariants de la construction au service du projet. Il s'agira alors de rappeler qu'en architecture, le travail consiste, comme le dit Bernard Quiros, à dessiner une construction et non construire un dessin, faisant de l'architecte le garant de l'économie de la matière. Puisqu'un bâtiment n'existe pas sans commande, c'est aussi avec les maîtres d'ouvrage qu'il nous faudra faire ce chemin. En France, la loi de 1977 sur l'architecture a réglementé le statut de l'architecte. Elle ne dit cependant rien de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Nous ne pouvons laisser la commande professionnelle devenir une affaire de banquier, rognant sur les coûts autant que sur les délais d'études. Mais nous ne nous y trompons pas. La promotion privée, qui se finance sur notre épargne à la condition que sa rentabilité soit forte, existe et pèse aujourd'hui bien plus fort que les architectes dans l'organisation du système productif. Alors, pour laisser au projet une chance de pouvoir se déployer à nouveau, il s'agira de travailler avec les professionnels de la maîtrise d'ouvrage les professionnels de la commande privée et en partenariat avec le législateur pour inscrire le maître d'ouvrage dans la responsabilité de l'œuvre. Il leur reviendrait alors le devoir de répondre de la validité des moyens mis à disposition de tous pour mener la commande et sortir le projet de l'impératif unique de rentabilité. Enfin, il nous faudra collectivement questionner les prérogatives du politique. Les règlements d'urbanisme ont multiplié les exigences en tout genre, quant aux fractions de vitrage, aux dimensions des locaux vélos et à la distance du retrait imposée par le prospect, faisant passer le maire pour un presque architecte. Cette complexification des règlements s'est pourtant faite en oubliant l'essentiel. Des banlieues pavillonnaires jusqu'au plan directeur des ZAC, c'est un tissu toujours plus lâche, fragmenté et dénué de forme qui s'est constitué, que les règlements urbains n'ont pas su contenir quand ils ne les ont pas promus. Car c'est là le dilemme du maire. Si pour bien faire, il devrait ménager la rareté du sol, préférant la densité à l'étalement, il se priverait alors des impôts des entreprises qui n'y auraient pas installé leurs entrepôts et des voix de ses administrés déçus de ne pas avoir pu construire leur pavillon. Pour l'architecture, un bon maire est un maire qui ne peut être élu. C'est alors un travail de pédagogie collective qui doit être mis en œuvre pour formuler les attentes des règlements urbains et pourquoi pas, à l'image de ce que Luigi Snoddy a entrepris avec le maire de Monte Carasso, en limiter le contenu pour instaurer le maire comme garant de la rareté du sol. Réinvestir la culture constructive, responsabiliser la commande et ménager la rareté du sol. Voilà selon moi 3 axes par lesquels nous pouvons travailler à la recomposition de l'économie du projet dans un monde où l'abondance est devenue la norme. Ce travail, c'est celui qui nous attend, sans quoi la catastrophe à coup sûr nous est promise. Alors peut-être, loin de la prose de l'économiste, nous pourrions à nouveau œuvrer à la poésie de l'économie.